Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur YouTube, tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis. Et quant à moi, je te donne rendez-vous un jeudi sur 2 au petit matin. Ce podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou, parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue, moi-même étant petite, et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. L'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui n'est pas gentille, surtout sur Instagram. Alors je vous fais le topo, mais c'est vraiment la pire meuf. Bonjour Eleanor Coste. Bonjour Clémence. Alors, je dis ça parce que sur Instagram, t'as un personnage absolument insupportable. Odieux, on peut le dire. Non mais moi-même, il me rend ouf et moi-même, ça me teinte parfois d'une négativité. Voilà. Et c'est marrant parce que quand je rencontre les gens dans la vraie vie, ils disent « Ah mais c'est drôle, t'es pas du tout comme dans... » Parce qu'ils ont peur de m'aborder. Je fais « Bah non, évidemment que je suis pas... » Enfin, si cette personne existait, elle serait morte depuis longtemps. Tuée par quelqu'un qui n'en peut plus, quoi. Par ce con de Sean, par exemple, comment il encaisse, tu vois. Mais bon, je l'adore. Mais d'où ça t'est venu d'incarner ce personnage ? C'est venu à l'époque où je tournais. J'ai toujours adoré avoir des petits personnages et en fait j'aime bien moi les personnages d'actrices un peu odieuses. Donc depuis toujours je joue avec ça sur les tournages, j'aime bien, voilà. Et puis un jour j'ai décidé de le filmer et j'ai fait le making of de Rock Macabre. J'avais décidé de faire un making of parce qu'en fait ça me déstressait de polariser parfois mon attention sur ce truc-là, enfin d'ironiser un peu parce que j'étais très très stressée pour ce rôle. Et j'ai fait ce faux making of où je me plaignais tout le temps. Et j'ai mis 1 an avant de le mettre en ligne parce que mes proches me disaient tu peux pas, les gens vont pas comprendre. Et je me suis dit en fait qu'est-ce qui me plaît, moi ce qui me plaît profondément, dans ce métier, c'est de faire croire des choses aux gens. Et je me suis dit, bah écoute, c'est là que je vais voir, je vais faire mon public en fait. Et je vais, voilà, ceux qui m'aiment me suivent. Et j'en ai perdu plein, qui n'ont pas pigé en fait. Qui ont pris ça au premier degré et tout. Et en revanche, j'ai gagné une communauté, mais tellement chamée, parce que t'as ceux qui ont tilté direct que c'était du second degré. Et puis, t'as ceux qui se sont dit, mais c'est qui cette conne ? Et ils se sont cassés. Et j'ai reçu des messages tellement drôles, quoi. Alors, ton métier, c'est comédienne. Et j'aimerais savoir à quel moment dans ta vie tu t'es dit « c'est ça que je veux faire ». Je me suis dit ça assez rapidement. Un peu, c'est marrant parce que je suis une thérapie depuis des années. Et j'ai compris que récemment, il y a 2-3 ans, que c'était peut-être pas moi qui l'avais choisi finalement. Parce que bon, j'ai toujours adoré, dès l'âge de 13 ans, je me filmais et tout. Mais c'est vrai que toute petite, il y avait un espèce de truc dans ma famille où on me prenait beaucoup en photo, ma tante, et j'étais très mise sur un piédestal physiquement. Et en fait, très vite, du coup, je pense que ça a nourri un ego qui a eu besoin de sortir à l'adolescence. Mais c'était toujours qu'est-ce qu'elle est drôle, qu'est-ce qu'elle est machin. Bon, en revanche, elle est con comme un balai. Donc, du coup, je suis partie dans la vie avec 2 certitudes. La première, c'est que je pouvais compter sur mon physique. Et la deuxième, c'est que j'étais con comme un balai. Donc, de toute façon, le métier d'actrice, c'était un peu le seul truc qui s'ouvrait à moi parce que les études, j'y arriverais pas. C'est des trucs... j'adore ma famille, vraiment. Et d'ailleurs, j'aurais pas pu faire autre chose que ce que je fais. Mais bon, c'est vrai que t'as des certitudes qui peuvent... Enfin, des trucs qu'on te plaque, en fait, dès l'enfance. Et tu mets beaucoup de temps après pour comprendre que c'est pas ça que tu es. Mais alors, par exemple, t'étais comment à 7 ans à l'école ? T'étais bonne élève ? Alors, j'ai été bonne élève jusqu'au collège, moi. Jusqu'en primaire. La primaire, ça allait et tout. Puis à partir du collège, moi, j'ai été harcelée. Enfin, j'ai eu des gros problèmes au collège. Enfin, des gros problèmes. Oui, j'étais tapée quasiment tous les jours. Et puis, j'ai détesté, moi. Je me faisais vraiment chier, moi. À chaque cours, vraiment, dans mon cerveau, je faisais d'autres trucs. Et j'ai toujours fait d'autres trucs, en fait. J'ai jamais réussi à être attentionnée. Mais encore aujourd'hui, j'ai des problèmes d'attention. Ça peut arriver pendant notre interview. Tu sais quoi, par exemple ?
pendant les cours. Comment tu t'occupais? J'écoutais de la musique déjà. J'avais mes petites techniques d'écouteur et tout. Et puis, j'ai toujours écrit. Dans la manche. Oui, exactement. Avec les cheveux longs, tu sais. Donc, j'écoutais de la musique. Je dessinais très mal, mais je dessinais. J'écrivais des histoires. Mais surtout, parfois, j'avais rien besoin de faire. Juste, je pars dans ma tête, en fait, dans des trucs. Et j'avais trop hâte de rentrer parce que j'avais ma caméra, moi, à la maison. Et en fait, j'imaginais des petits sketchs, des petits machins. J'avais trop hâte de rentrer pour les filmer et je forçais mes potes et ma sœur à me filmer après. T'as une sœur dont t'es très proche? Ah oui, très très proche, Raphaël, ouais. Quel rôle elle a joué dans ta construction? Rafou, la pauvre, elle a été un peu souffre-douleur quand même au départ. Elle parce est que plus du coup, âgée? non, elle est plus jeune. Elle est plus jeune, ok. Et comme c'était moi la con, et elle, c'était l'intelligente. Donc c'était elle. Elle, d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'elle suive une thérapie aussi parce qu'elle a une pression. C'était il y en a une qui est actrice, donc l'autre il faut qu'elle fasse son droit, voilà. Mais encore une fois, c'est pas des choses qui sont dites. On dit pas ouais bon toi Rafou, c'est des choses qui sont, enfin tu vois, c'est des petits ressentis comme ça. Donc elle a pas mal encaissé. Et puis moi j'étais l'enfant à problème. Ça allait pas en cours. Ça allait pas dans mes relations avec les autres. Après, je suis tombée en dépression très jeune, à 16 ans, et j'ai arrêté les études à 16 ans. Je suis partie du lycée à 16 ans. Donc Rafou, c'était un peu le pilier, genre celle qui doit encaisser. Et donc qui doit encaisser aussi pour moi, qui doit s'occuper de moi. Comme on a été lâchés assez vite à Paris, c'est elle qui... On était voisines, donc très vite, elle me faisait à manger. Moi, je ne savais pas faire à manger. En gros, moi, je ne savais rien faire, parce qu'on m'avait expliqué que je ne savais rien faire. Donc Raphaël faisait... elle m'habillait, elle me maquillait. Voilà. C'est vraiment ma grande sœur... Je veux dire, c'est ma petite sœur, mais c'est ma grande sœur, Rafou. C'est elle qui a toujours tout encaissé, quoi. Alors, c'est elle la plus courageuse. T'as l'air d'avoir beaucoup de recul sur cette période-là où tu t'étais persuadée que t'étais la con, comme tu dis. À quel moment t'as pris conscience de ça et t'as réussi à en sortir? J'en suis toujours pas sortie, hein, c'est toujours compliqué, quoi. Mais j'ai pris conscience de ça quand j'ai eu une relation avec un garçon très longue. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, on s'est rencontrés sur un amour de la littérature, ce que j'ai toujours aimé lire. Et en fait, c'est lui qui m'a construite. C'est lui très vite qui m'a dit, mais en fait, t'es vraiment pas con. Et t'écris vraiment bien. Et ce que tu fais, c'est charmé. En fait, t'es pas que comédienne. Et il a un peu agi comme un prof, tu vois, il m'a fait passer le bac en candidat libre. Finalement, je suis pas allée jusqu'au bout parce qu'en fait, j'ai eu les notes. Je me suis convaincue que je pouvais avoir 18 en philo, j'étais contente. C'était ça dont j'avais besoin. Mais tu vois, il m'avait offert la dictée pour les nuls, il m'a appris à plus faire de fautes d'orthographe. En gros, il m'a appris que en fait, je pouvais apprendre. Et que je pouvais apprendre comme tout le monde. Et en effet, pendant ces 5 années, après, on s'est rendu compte que c'était pas une relation très saine du coup, parce qu'il a vraiment agi comme mon maître. Et quand il est parti, j'étais un peu con, quoi. Et après, j'ai suivi une thérapie. Là, ça fait plus de 2 ans que je suis une nouvelle thérapie avec une nana et on parle beaucoup de ça. Et ça va tellement mieux, quoi. Enfin, j'ai plus trop de complexes. Ça revient de temps en temps, je me rends compte. Mais moins, de moins en moins. J'imagine si c'est quelque chose qui a à ce point affecté ta construction que de temps en temps, on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur. Oui. En fait, j'ai l'impression que tu as grandi convaincu que tu étais un imposteur. Ouais. Waouh. J'ai un respect, une admiration renouvelée pour ton travail, parce que donc moi je t'ai totalement découverte sur les vidéos de Golden Moustache. Oui. Où alors oui, effectivement, t'es très belle et je trouve que tu dégages un truc, mais en fait, t'es surtout effectivement hyper marrante et on s'est très vite rencontrés et enfin, je tombe des nues quand tu me racontes toute cette histoire parce que je t'ai jamais perçue, je me suis jamais dit de toi, elle est marrante mais elle est con, tu vois. C'était vraiment le dernier truc que j'aurais pensé. Tu puisses me faire. Mais après j'en joue aussi beaucoup et c'est une protection, tu vois. Je joue beaucoup la fille con, voilà. Et c'est pour ça que je te demandais du coup en intro pourquoi le personnage de la connasse sur Instagram, parce que tu vois c'est aux antipodes de ce personnage-là, c'est justement quelqu'un qui sait qu'elle a de la valeur et qui justement et c'est peut-être pour ça qu'il me fait du bien ce personnage, et que c'est tellement l'inverse de ce que je suis. Et justement, moi, j'ai toujours peur de blesser quelqu'un. Enfin, je fais très attention aux gens, je médite beaucoup. Enfin, si tu prends ce personnage, j'essaye vraiment d'être absolument l'inverse. Et c'est pour ça que c'est tellement facile d'aller dedans. C'est toujours plus facile d'aller sur les opposés, quoi.
Tu médites beaucoup, t'as dit ? Ouais, je médite beaucoup depuis 2 ans aussi. Je m'y suis mise avec Christophe André. Et puis maintenant avec Petit Bambou. Et j'essaye vraiment tous les jours de me faire une méditation. Et ça a vraiment changé ma vie. Et ça m'a complètement calmée, quoi, et posée. Et surtout, je vis grâce à ça complètement dans l'instant présent et beaucoup moins dans la projection. Parce que je suis quelqu'un qui projette beaucoup. Je suis insomniaque et parce que justement, je projette beaucoup. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais quand même, je trouve que ma vie depuis 2 ans, elle est tellement mieux depuis que j'ai ça, quoi. Tu médites aussi, je sais. Je m'y suis aussi mise pour les mêmes raisons que toi, à savoir arrêter de sans arrêt faire des plans sur l'avenir et d'être paralysée par toutes les possibilités, de me sentir sans arrêt à la croisée des chemins et d'attendre d'un signe du destin pour savoir dans quelle direction partir. Exactement. Mais j'ai lu un super article que tu avais écrit justement sur ça, où tu étais partie... Je sais plus, mais tu parlais très très bien justement de la méditation, de ce que ça faisait et de pourquoi tu t'y étais mise. Et toi, ouais, tu sens que ça t'a fait... Bon, l'interview s'inverse 2 secondes, mais... Excusez-nous, on discute. Non, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes. On est tellement éduqués à être des bonnes élèves. Et en fait, j'ai la sensation que même quand tu es une mauvaise élève, du coup, tu choisis d'être une bonne mauvaise élève. Ouais. Donc, alors, puisque j'arrive pas, je vais réussir ce que je rate. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Je pense qu'il y a une dimension de fuite sans arrêt, de refuser à se confronter à la feuille blanche qu'est le présent. Et la méditation m'a, je pense, beaucoup aidé à dépasser la peur de cette feuille blanche du moment. Mais alors aussi, il y a un truc négatif avec ça, pour moi en tout cas, c'est que du coup, maintenant que je suis dans l'instant présent, tout passe comme un rêve. Tu vois ? C'est-à-dire ? En fait, je suis tellement dans l'instant que tout passe très... Je trouve que le temps... Bon, après, il y a l'âge aussi, je pense que plus on avance, plus ça passe vite. Mais du coup, je suis tellement à fond et impliquée dans un moment que... Je trouve que tout passe plus rapidement et c'est un côté très flippant aussi, quoi. Ah, je pense que c'est le syndrome de ce qu'on appelle la minute micro-ondes, tu sais. Une minute micro-ondes, ça dure une éternité. Parce qu'en fait, t'es pas en train de faire un truc, t'es en train de regarder le micro-ondes qui tourne. Exactement, putain, oui, c'est ça. Bravo. La minute micro-ondes, j'adore. Alors, je vais revenir au lycée. Ouais. Parce que tu as dit que tu as quitté le lycée à 16 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie et quel est ton état d'esprit ? Mon état d'esprit, c'est que je passe le brevet très difficilement en 3e. Et moi, je dis à mes parents, je ne veux pas aller au lycée, moi, je veux être comédienne. Je veux faire des trucs drôles, je veux créer et tout. Moi, ça ne va pas du tout m'aller, ce système-là. On réfléchit à un lycée privé, etc. Je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas des assez bonnes notes. Et puis, je me dis, vas-y, je vais voir. De toute façon, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'être dans ce circuit. Arrivée au lycée, en fait, je tombe très, très vite dans le... Je fumais déjà à l'époque, la clope, et je tombe dans les joints, très rapidement. Moi, au lycée, j'ai ma moto, je fume mes joints, je suis complètement la vieille connasse rebelle. Voilà, tu vois, je suis avec mon skate, je suis vraiment dans ma bulle, j'ai pas d'amis, et je suis vraiment pas contente d'être là. Et les joints me plongent dans une profonde dépression très rapidement. Attends, je sais pas pourquoi je suis à bout de souffle. Voilà. Et je tombe en dépression à l'âge de 15 ans, mais sans trop m'en rendre compte. Je rencontre un mec avec qui c'est l'amour fou, qui est guitariste. Moi, à ce moment-là, je deviens complètement fan de gratte et je commence la guitare, donc je passe des heures dans ma chambre à jouer. Je sèche les cours pour jouer de la guitare, pour être avec ce mec-là. Premier amour fou, quoi. Première blessure aussi du coup et c'est bizarre, c'est un peu vague, tu vois, cette année-là, parce que du coup j'ai l'impression que les joints ça a un peu brouillé cette période de ma vie. Et alors après s'ensuit, donc je passe quand même en première L de justesse, et puis au mois d'octobre je me casse de manière grandiloquente parce que je suis comédienne. Il faut que tu racontes. Du coup je me casse. En gros, j'avais un prof donc fan de littérature, hein, toujours ça. En revanche, j'ai jamais eu de problème pour lire et tout. J'ai toujours lu. Et puis, c'était sur. On lisait Gargantua. Et j'étais persuadée que mon prof de français me saquait et me mettait des mauvaises notes parce qu'il pouvait pas me lire. J'étais très parano par les joints, par plein de choses. Et du coup, je dis à mes parents, mais j'en suis sûre, je ne suis pas parano, ils me saquent, c'est pas possible, c'est la seule matière où je suis bonne, etc. Donc mes parents me disent,
écoute, ce qu'on va faire, c'est la prochaine rédaction là, que tu dois faire sur Garventure, on va la faire écrire par Jérôme Duhamel, qui est mon oncle écrivain, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et donc, il l'écrit. Et il écrit un truc chambé. Et toute la famille le lit. Et on dit, oh, ça vaut 19. Attends, c'est génial. Je fais, OK, chambé. Je la rends. Et je dis à mes parents, écoutez, si j'ai moins de 10, moi, je me casse du lycée. Moi, j'en peux plus. Voilà, ça, j'allais très mal. Hein, donc, quand même, ils voyaient que j'étais sur la pente raide, quoi. Et je plus sois ce jour-là dans la classe en me disant, j'espère que j'ai moins de 10 comme ça. Et puis, ça n'a pas loupé. Je me retrouve avec un 5 sur 20. Je me dis, OK. Injustice, j'ai jamais supporté les injustices et là je me dis ok, je suis pas parano en fait, ce mec ne peut pas me blairer. Et je me suis levée, j'ai déchiré, mais putain quelle comédienne, j'ai déchiré ma feuille tout doucement, tu sais, en plein de morceaux et je l'ai envoyée en confetti et j'ai dit salut tout le monde et je me suis cassée. Et le prof, je me souviens plus de son nom, putain. Il m'a attrapé par le bras et puis moi j'étais là, me touchez pas, pauvre fou, et vous êtes tous fous, et j'ai pété un câble. Je me suis cassée avec ma moto, j'ai eu un accident parce que j'étais très, je pense, un petit accident, je suis tombée, je suis allée chez ma grand-mère et je lui ai dit, mamie, j'en peux plus, ça va vraiment mal, je peux plus ce système. Elle m'a dit, on va réfléchir, t'inquiète pas, on va réfléchir. Et il y a eu la conversation avec mes parents, il me semble, le soir même, où mes parents, ils sont incroyables. Parce que mes parents, ils m'ont laissé faire ça. C'est fou, quand j'y pense, moi, enfin, tu vois, je suis à l'âge aujourd'hui où je peux avoir des enfants et tout, et j'imagine ma gamine à 16 ans qui me dit je veux quitter ce circuit pour être comédienne et guitariste. Mais attends, taré, quoi. Et mes parents, ils ont dit, écoute, on voit que t'es mal. Est-ce que t'es sûre que c'est pas un délire d'ado? Est-ce que t'es pas dans une crise et tout? Je fais peut-être. Ils me disent, bon, ok, mais il faut que tu passes quand même le conservatoire, que tu aies un cadre un peu sérieux. Donc, il a été dealé que j'entre au cours Florent. Il a été dealé qu'il m'aiderait jusqu'à mes 20 ans. 18 ans, d'ailleurs, que j'ai commencé à travailler assez tôt. Et puis, j'ai eu l'audition au conservatoire de Cergy, ce qui les a rassurés. Je l'ai eu en guitare jazz et en art dramatique. Et du coup, ça les a un peu rassurés, mais c'était un cadre nul, parce qu'en fait, j'avais cours le mercredi et le samedi. Le reste du temps, je jouais de la guitare dans ma chambre. J'avais un prof qui venait à domicile de gratte. J'étais quand même assez autodidacte aussi. Mais voilà, et puis le reste du temps, j'étais mais pas bien, quoi. Parce que donc, à partir de là, je suis rentrée dans le système des médicaments. Donc, je suis allée voir un psy et qui m'a foutu sous antidépresseurs, calmants et somnifères. Donc, t'es passé des joints aux antidépresseurs, voilà. Qui est le même principe. Et c'est pour ça que c'est complètement vague pour moi. J'ai des journaux intimes que je relis, j'en reviens pas de ce que je lis, de la noirceur, mais j'étais mal, mais tellement mal, quoi. Et je suis restée dans ce système-là de mes 16 à mes... J'ai tout arrêté à 27 ans. Tout. Progressivement. Mais ouais, c'est pour ça que je crois que j'ai l'impression de vivre vraiment très intensément depuis quelques années seulement, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un masque Après, j'ai eu des bêta-bloquants. Enfin, j'ai toujours pris énormément de médicaments, quoi. C'était la solution pour moi, les médicaments. Et t'as dit que t'as commencé à travailler tôt, à travailler en tant que comédienne, ou t'as... Ah non. boulot Non, à travailler, j'ai tout fait. J'ai été hôtesse à l'opéra, j'ai été serveuse, j'ai été barman, j'ai été boulangère. Je gardais pas très longtemps des boulots parce que je me suis retrouvée à ressentir la même chose qu'avec le système scolaire, c'est qu'une quelconque forme d'autorité, je supporte pas. Je suis très insolente. Un peu moins aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'hyper insolent. Et je supporte pas les injustices et je supporte pas d'être réduite à rien. Donc la main au cul quand t'es serveuse ou on t'engueule parce que oui, je piochais dans les assiettes pour manger quelques frites. Et je me cassais direct, quoi. Je supportais pas. J'ai beaucoup d'orgueil et je supportais pas parce qu'en fait, c'est hyper chelou ce paradoxe parce que c'est à la fois j'ai ce sentiment d'être inférieure tout le temps et d'être con et en même temps avec tous ces boulots, je me sentais supérieure et je me disais mais qu'est-ce que je fais avec ces gros cons? Comment je peux me laisser comment on peut me parler comme ça? Et du coup, je gardais des boulots jamais plus d'un mois ou deux, quoi. Ah oui, c'est très court. Ouais, il y a que hôtesse d'accueil où mais j'étais un peu plus âgée, donc peut-être un peu plus sage, où j'avais réussi à rester carrément 1 an dans une boîte de finance, quoi. L'ennui. Mais tu le vis comme un échec, le fait d'être partie de tous ces boulots
aussi rapidement? Non, mais je me dis que j'ai pas été très persévérante. Après, je me faisais chier, quoi. Oui, j'allais dire, cela dit, c'est une très forte Ouais. qualité de savoir s'extraire d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. Oui, Et c'est justement, on est plutôt éduqué à mais c'est normal, c'est le monde du travail, Ouais. c'est pénible. Oui, Fais avec. Mais l'échec, non. L'échec, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt à faire... Enfin, dès qu'il y a eu Internet, j'ai commencé à faire des vidéos en 2009. Mais avant ça, l'échec, c'est d'avoir attendu que mon téléphone sonne pour passer des castings. J'étais pas du tout dans l'action. Mais j'étais sous un traitement tellement fort. Mais j'étais un légume. J'avais peur de tout. Je voyageais pas. J'ai pas pris l'avion avant mes 24 ans. J'avais peur de prendre l'avion. Je ne pouvais pas prendre l'ascenseur. J'avais peur d'aller en soirée. J'avais peur de tout. J'étais claustro, agoraphobe, puis angoissée, névrosée, insomniaque. Enfin, putain, j'étais un cas, quoi. Bravo à tous ceux qui... Bravo à mes parents et à ma sœur à l'époque, quoi. C'était l'enfer d'être avec moi, je pense. Alors du coup, tu as eu plein de premières fois un peu tard, j'imagine, la première fois que tu as pris l'avion. Ah oui, c'était à 23 ans et c'était horrible. J'ai eu les 3 mois qui ont précédé. Je devais aller voir mon psy genre 2 à 3 fois par semaine juste pour parler de ça. Et c'est comme quand j'ai arrêté la clope, c'est que je ne parlais que de ça. Donc dès que j'étais... j'ai eu le tournage de Visiteurs du Futur où je camouflais des crises d'angoisse terribles parce que je pensais aux 11 heures de vol. Parce qu'en plus, c'était mon mec, le même qui donc m'avait un peu éduquée, etc., qui m'a dit, allez, on part en République dominicaine. Je fais, oh là là, mais c'est un peu loin. Attends, pourquoi on va si loin? Je comprends pas. En France, il y a plein de trucs bien. Périgord, c'est long, c'est sympa. Et c'est marrant parce qu'en plus, je suis une salope parce que je lui en voulais. Je me disais, putain, mais quel connard! Il pouvait pas choisir, franchement, un truc pour une première fois, tu vois, genre en Espagne ou je sais pas quoi. Même en Espagne, on prend l'avion, tu sais. Et alors, ah oui, mais c'est 1 heure ou 2 heures, quoi. Là, c'était 11 heures. C'était toutes mes phobies réunies. La peur d'être enfermée pendant 11 heures. La peur du crash, évidemment. Mais moi, c'est plus parce que, tu sais, en avion, tu as la peur féminine et la peur masculine. La peur féminine, c'est la peur concrète du crash aérien, quoi. Et la peur masculine, c'est la phobie d'être enfermée pendant longtemps. Et plutôt la claustrophobie, quoi. Et donc moi, j'avais plutôt la peur masculine. Qualification, là je sais pas, je l'avais lu à l'époque quand je me renseignais vachement sur ça. Et où c'était peut-être mon psy qui me l'avait dit, ça se trouve, c'est des conneries. Hein. Mais du coup, à chaque fois, je le répète que j'avais vraiment la féminine et la masculine, quoi. Et ouais, et du coup, ça a été les 2 mois qui ont précédé, j'ai repris des médocs à fond. Je ne parlais que de ça. J'appelais Air France toutes les semaines. Tu sais, ils ont des stages pour les gens qui ont peur. Mais c'était très cher, les stages. Et j'appelais Air France toutes les semaines pour des détails, genre... oui, mais alors, du coup, comment ça se passe exactement 6 mois, par exemple, est-ce que je peux marcher dans l'avion mais c'était fou, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Mon mec, il avait encaissé, je lui en parlais tous les jours. Je me raconte, parce que lui, il avait beaucoup voyagé. Et je disais, mais tu fais quoi pendant 11 heures? Mais vous êtes fous, les gens, de prendre un truc pendant 11 heures, vous êtes malades. Et pour moi, vraiment, c'était des malades, les gens qui faisaient ça. Et puis, arrivé à l'aéroport, ça allait, jusqu'au moment où on a dû embarquer, où là, je me suis pris de l'exo à mort. Mon psy m'avait dit, tu te prends du whisky et de l'exo. C'était un gros con, mon psy de l'époque. C'était médoc à fond. D'ailleurs, toutes les fois où je voulais arrêter, il disait, non, n'arrête pas. Puis j'ai arrêté toute seule, il y a pas si longtemps, finalement. Et puis j'ai pris de l'exo, je me suis pris une bouteille de vin là, et voilà. Et puis j'ai vu les sièges, je fais mais c'est oui parce qu'on est arrivé, on est passé par la business et je fais ça va en fait, c'est cool. Et là mon mec il fait non mais avance. Je fais mais quoi? Et là j'arrive, je fais ah non, je vais pas rester 11 heures là, vous êtes des malades. Alors je vous fais le topo, mais c'est pas possible. Ah ouais non mais c'est pas possible quoi. Puis au final ça a été très possible. Mais alors j'avais peur du décalage horaire, j'avais peur du pays aussi dans lequel on allait arriver. En fait j'avais peur de ce qu'à l'époque j'avais des sensations d'irréalité. Alors ça va faire bizarre, je vais passer pour une tarée quand je vais dire ça, mais je m'en fous maintenant. C'est que j'avais des moments où je savais plus qui j'étais et je savais plus où j'étais et avec qui j'étais. Et du coup j'avais peur de voyager parce que j'avais peur d'avoir ces sentiments-là là-bas. J'avais une copine qui m'avait dit prends-toi un lieu qui est ton cocon, par exemple ça peut être la salle de bain et tout, et tu te dis que tu te retrouves voilà. Mais en fait j'avais peur de faire une crise d'angoisse quoi. Et parce que je me disais imagine je fais une crise d'angoisse là-bas, comment j'explique dans une autre langue que je suis en train de disparaître, que déjà en France quand je le dis j'ai honte, et comment je vais le dire voilà quoi. Et j'avais pas envie de faire chier mon mec et c'était ses seules vacances de l'année, il était fatigué et tout.
Au final, j'ai pas fait de crise d'angoisse. J'ai eu quelques moments d'irréalité, mais c'était hyper positif parce qu'en fait, après ça, je suis devenue cinglée de voyage. Et j'ai pas arrêté. Et depuis, j'arrête pas. J'arrête pas. J'ai toujours ce petit truc où je me dis qu'est-ce que je fais si alors que ça m'est pas arrivé. Et du coup, je vais toucher du bois. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est ma passion de voyager, quoi. Je peux même prendre l'avion toute seule. Récemment, j'ai même fait 15 heures là, pour aller en Équateur. Et j'en avais rien à foutre. Et d'ailleurs, la veille, maintenant, je suis trop fière parce que je me dis mais je t'en supplie, reviens il y a 6-7 ans et regarde-toi. Et je m'applaudis. BG. C'est des petits trucs débiles. Hein. Mais même d'aller au restaurant, ou même en soirée. C'est pas débile de dépasser des peurs paralysantes. Je trouve que c'est au contraire, c'est le contraire de débile. Il y a des peurs, j'allais dire des peurs sociales dans lesquelles on sait que c'est normal d'avoir peur, etc. Et elles sont engrenées par la société. Mais en fait, des trucs où tout le monde te dit c'est normal, pourquoi t'as peur ? Et en fait, toi, c'est un blocage. Je trouve que ça demande une force incroyable de réussir à les dépasser. Moi aussi, j'avais la peur de l'avion. Toi aussi ? C'est un truc de contrôle fric. C'est pas maîtriser ce que tu fais, d'être à la merci du pilote en fait, ça, que tu vois même pas parce qu'il est derrière sa putain de porte là. Mais oui, et puis surtout déjà comment c'est construit cet avion, enfin comment ça tient. Oui, comment c'est pas, mais c'est vrai qu'après c'est des trucs hyper qui paraissent tellement banals pour certaines personnes que bon. Alors j'ai une autre première fois sur laquelle il y a une autre première fois sur laquelle je voulais te poser une question. Parce qu'en fait, donc le concept de cette interview, c'est que je t'ai envoyé une liste de premières fois, de le jour où, pour voir un petit peu quels sont les moments marquants de ta vie. Et tu m'as isolé la question. La première fois que tu as eu une relation sexuelle, réponse fou. Ah ouais, c'était fou. J'ai écrit fou. T'as écrit fou en caps. C'était fou. Qu'est-ce qui était fou ? Ce qui était fou, c'est que j'ai découvert une nouvelle passion. Enfin, vraiment, ça a été... Moi, j'ai toujours été très sexuelle. J'ai eu l'éveil sexuel hyper tôt. Et en fait, moi, j'ai attendu, mais pour moi, longtemps, mais j'ai été dépucelée à 13 ans. J'en pouvais plus d'attendre. Donc, j'ai mytho que j'avais 16 ans. Et c'était fou parce qu'en fait, dès la première fois, on parle librement. On parle librement. Ouais. Parce que dès la première fois, j'ai eu genre 8 orgasmes d'un coup. Je me dis, mais c'est charmé, quoi. En fait, moi, je connaissais déjà très bien mon corps. Et j'ai trouvé ça incroyable. Le corps de l'homme, je sais pas, cette proximité, ce truc de prendre autant de kiff à deux, d'avoir ce moment. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est le plus beau truc au monde. Baiser, faire l'amour. Parce que non, baiser, parce que j'ai beaucoup baisé après. Parce que du coup, je me suis dit, génial, je kiffe, c'est ça en fait, je suis addict au cul. T'as trouvé un truc qui te réveillait, j'ai trouvé un truc qui me faisait vraiment sentir vivante. Et un moment où je ne pense plus enfin à mes angoisses, où en fait, je suis complètement moi et je suis bien, quoi. Et en fait, je me suis vite... je l'ai épuisé, ce truc-là. Et je me suis rendu compte que moi, en tout cas, sans sentiment, ça m'intéressait pas en fait, je préférais être toute seule, quoi. Et donc voilà, j'ai un peu confondu pendant quelques années faire l'amour, baiser et tout, et puis voilà, après j'ai compris que c'était vraiment faire l'amour qui était incroyable dans la vie. Tu disais que tu as été éveillée sexuellement assez jeune et tu n'avais pas du tout le poids du tabou autour de toi ou un rapport de honte avec le sexe. Un peu plus tard. Non, bizarrement, un peu plus tard, après, vers la vingtaine, où je me disais, putain, c'est fou, est-ce que je dois avoir honte de m'être masturbée hyper tôt, enfant et tout ? Et en fait, après, en parlant avec des copines, je me suis dit, non, en fait, non, j'ai jamais eu trop de tabou avec ça, quoi. Excellent conseil pour tout le monde. Ouais. N'ayez pas de tabou et de retenue. Ah ouais, non, n'ayez surtout pas de tabou, parce que c'est tellement chambé, en fait, ça fait partie de la vie, c'est comme manger, c'est comme méditer. Je veux dire, c'est très important, quoi, et puis de se connaître, quoi. Alors, autre moment, j'ai l'impression qu'il était un peu déterminant, le jour où j'ai compris que j'étais une femme, quand la nudité n'était plus trop une vanne. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu là que j'ai compris. En fait, du coup, je suis très impudique. J'étais très, très, très impudique. Et après, c'est un autre truc, mais moi, pendant longtemps, j'étais sûre dans ma tête un peu d'être un mec, et je me comportais vraiment comme un mec, c'est-à-dire que j'avais ce truc de... je me disais, attends, si eux, ils sont torse nu, je vois pas pourquoi je serais pas torse nu, et je m'en foutais, et je me disais, je prenais pas conscience que j'avais des seins, et qu'en fait, c'était sexuel. Alors, pourquoi tu t'étais perçue d'être un mec ?
En fait, je voulais en être un très profondément. D'ailleurs, c'est là ma chaîne que je reprends. Le premier épisode parle de ça. C'est le topo sur les garçons. Et ça parle du fait que je voulais vraiment être un garçon. Et j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, les garçons, ça a toujours été... Ça n'avait pas les problèmes que nous, on a. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le problème de on t'aime pour ton taf ou pour te baiser. Il y a pas le... J'avais l'impression que c'était vraiment... qu'ils étaient dans l'action beaucoup plus que nous, on était passives. Et de devoir... batailler beaucoup plus pour tout en fait et typiquement même dans l'humour où voilà, moi ça m'a toujours fait rire de débarquer à poil quelque part où j'utilisais vraiment mon corps comme un instrument désexualisé, je le désexualisais très facilement et en fait j'ai compris que j'étais une femme le jour où on m'a dit arrête Éléonore, tu peux pas en fait c'était montrer quand, tes seins. Ça a dû vers 20 ans quoi. Ah oui. Et qu'on m'a dit non mais arrête parce qu'en fait quand tu fais ça les mecs ont envie de te baiser et je fais mais je sors un sein en fait et je pète en même temps donc c'est très bizarre pour moi c'était pour moi vraiment tu sais genre je faisais des caméras cachées où j'arrivais à un cours d'escalade à poil dans mon baudrier et je disais c'est là le cours d'escalade. Et genre, ouais, et en fait, moi, je voyais mes potes qui montraient leurs bites, qui montraient leurs couilles, et tout le monde était mort de rire en soirée. Et moi, d'un coup, on me dit non, tu peux plus le faire. Parce que, je fais, mais attends, pourquoi eux, ils peuvent continuer à mon. Et tu sais, il y avait ce truc encore d'injustice qui revient tout le temps dans ma vie, où moi, j'avais l'impression de cette injustice, genre, pourquoi moi, je peux pas être à poil et qu'on trouve ça drôle. Et est-ce que tu as la réponse aujourd'hui? Parce que alors, j'ai pas la réponse, mais j'ai arrêté. En revanche, là, j'ai recommencé depuis Golden. J'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, ça me fait rire, en fait. Et moi, ça fait rire mes potes. Tu vois, on a un jeu avec toute la bande, avec Méniel, Lucien, Justine et tout. C'est que dans n'importe quelle situation, tu vois, genre là, dans le télésiège, je suis filmée, j'ai juste un sein qui sort dans le télésiège. Mais tu vois, moi, je rêverais de pouvoir mettre ça sur mes stories et tout, mais je peux pas. Parce qu'il y a ce truc de... Mais après, c'est normal. Là, pour le coup, un mec ne va pas sortir sa bite dans une story. Donc, je le garde avec mes potes. Ça nous fait vachement rire. Et voilà. Et je suis contente aussi parce que j'ai toujours eu des mecs plutôt... peut-être un peu jaloux et qui ne comprenaient pas forcément. Là, moi, je suis dans une relation avec quelqu'un qui chiale de rire quand je fais ça. Et c'est fou, quoi. Je dis, mais c'est vrai... genre, tu m'autorises, ça te dérange pas. Et il a eu la bonne phrase. Il fait, mais en fait, c'est complètement désexualisé quand tu fais ça. Il faut être con pour pas le comprendre. Et je fais, bah oui. Et voilà, moi, ça me fait marrer. Je le fais qu'avec des gens que je connais très bien maintenant, quoi. Je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une couche culturelle, parce que tu as raison. En fait, individuellement, si toi-même, ton intention, elle est désexualisée, tu as raison, tu es en train de péter, il n'y a rien de sexuel dans ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est pas... je comprends tellement ce que tu veux dire, mais je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie couche culturelle par-dessus qui fait que... Pourquoi par défaut, le corps des femmes est sexualisé? Par défaut, celui des hommes ne l'est pas. Qui c'est qui a décidé ça? C'est fou. On continue d'avoir ça. C'est fou. Qui tient absolument à ce Après, quand j'en parle avec des chier. gens, les gens me disent non mais attends, moi un mec me montre sa bite, pour déconner, je me casse direct. Je fais bah ouais, mais je peux te jurer que c'est pas la même intention. Alors, on a beaucoup parlé de ton parcours de vie assez dur, et j'aimerais savoir la première fois que tu t'es fait confiance, le premier moment dans ta vie où tu as trouvé cette force-là auprès de toi-même, tu vois, de te dire en fait ça va aller parce que je peux être ma meilleure alliée si personne d'autre me suit. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois complètement. En fait, moi, j'ai eu un élément déclencheur de fou dans ma vie. Ça a été ma rupture avec le mec qui était mon maître. Ton maître à l'école. Ouais. Et il est parti du jour au lendemain. Et ça a été le plus gros choc de ma vie. Dans les deux sens, c'est-à-dire que ça a été un électrochoc. Il est parti. J'ai eu un temps où j'étais plus rien, quoi. Ça a été vraiment l'enfer. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, je me suis dit, je peux pas tomber plus bas. Je ne ressens plus rien. Mais plus rien. Donc, je vais tout défoncer. Et en fait, du coup, c'est là que je suis rentrée chez Golden. C'est là que je suis devenue auteure. C'est là que j'ai pris en main complètement ma vie. C'est là que j'ai arrêté les médicaments. J'ai arrêté de fumer. Tout ça, évidemment, échelonné sur des années. Hein.
J'ai repris une thérapie pour comprendre qui j'étais. J'ai déconstruit toute mon image, tout ce qu'on avait plaqué sur moi, de la meuf sensible, de la meuf dépressive, de machin, pour me dire, ok, maintenant on va se poser. Qui es-tu réellement ? Ça a mis 4 années pour que... Évidemment, c'est pas fini, mais je me sens tellement bien aujourd'hui. Et ça a été un putain d'électrochoc parce que ouais, j'avais cette sensation en fait d'être un fantôme. Oui, en fait, j'avais plus peur de rien. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, tu peux être intimidé d'aller avec tes textes voir un mec que t'admires. En l'occurrence, c'était Vladimir Rodionov. Mais en fait, j'admirais plus personne. Je m'en foutais de tout. J'étais pas dépressive. Je m'en branlais. Rien n'était grave puisqu'en fait, il était parti. Tu vois, j'avais tout perdu. Donc, en fait, c'était pas grave. Plus rien n'était grave. Puis, au bout d'un moment, j'ai fait tout ça. J'ai fait « Ah, c'est génial !» Et cette sensation, je l'ai gardée. Et Vladimir, avec qui je travaille aujourd'hui régulièrement, il me dit « C'est marrant parce que tu as ce truc quand tu rends des textes, t'es la seule avec qui je travaille où tu t'en fous si on te dit comment tu fais pour rendre si vite et comme si tu lâchais le truc. » Je fais « Parce que je m'en branle. » Parce qu'en fait, c'est pas important tout ça. Tout ce qu'on fait, vraiment, pour moi, professionnellement et tout, je m'éclate, etc. Mais je m'en fous. C'est pas important, réussir dans la vie. Ce qu'il faut, c'est réussir sa vie. Moi, je veux réussir ma vie et ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est pas... avoir 100 000 abonnés, de la thune et tout. Ma vie, c'est être amoureuse, c'est respirer et c'est vivre, quoi. Et c'est ça. Et quand tu perds ça, du coup, l'autre pan, tu vois ce que je veux dire ? Un espèce de truc de... En fait, j'ai la sensation que tu as enlevé le poids de l'enjeu sur voilà, c'est exactement ça. Qui avait dans ta vie. Ouais. Alors, c'était pas que j'étais pas ambitieuse et tout, mais c'est que y avait plus de projection. C'est que je me disais, mais en fait, je le fais et on verra, je m'en fous. Voilà. Et ça donne un truc hyper spontané, du coup, aussi, où je ne calcule pas ce que je fais. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les athlètes, tu sais, qui s'entraînent. Oui. Ils font, je sais pas, la piste du 100 mètres haies, ils vont la faire, mais je sais pas combien de dizaines de milliers de fois. Et en fait, tout va se jouer sur le jour de la course, où c'est la course qu'ils n'ont pas le droit de rater. Et c'est là que tu vois les vrais champions, ceux qui sont capables d'encaisser cette pression et de courir le 100 mètres parfait le jour où il y a une médaille d'or olympique à la clé. Et ceux qui n'arrivent pas à faire ça, et justement, ce jour-là, les jambes sont lourdes parce que l'enjeu les écrase, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est une belle métaphore. Et ok, c'est fou parce que je m'étais jamais représenté ça, en fait, cette pression-là pour les sportifs de haut niveau justement, et je m'étais peut-être jamais rendu compte que nous-mêmes dans nos vies, on était capable de se foutre cette pression-là. C'est ça la vie, c'est que ça. Sur un 100 mètres haies qu'on court tous les jours. 100 mètres haies qu'on court tous les jours, etc. Alors, je reviens un peu plus vers l'enfance. Tu m'as isolé une des questions qui était la première fois que tu t'es déçue. Toutes ces angoisses de sortie et tout, ça a commencé dès l'âge de 4-5 ans d'après mes parents. Dès qu'il s'agissait de sortir, moi j'avais peur en fait. Et je me suis déçue très 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 jeune en fait quand je voyais que j'étais un problème pour mes parents, dans la mesure où c'était l'enfer de m'emmener au resto parce que j'avais des... Alors à l'époque j'avais mal au ventre. J'avais tout le temps mal au ventre. Et on allait au restaurant chinois souvent et moi j'avais trop peur d'arriver à ce moment-là. Je disais mais laissez-moi toute seule à la maison, c'est pas grave. Un peu plus âgée évidemment. À 6-7 ans déjà je disais non mais je peux rester toute seule, je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Et parce que j'avais trop peur d'avoir mal au ventre et de déranger et de gâcher un moment chouette. Et du coup, t'avais mal au ventre, vu que t'avais peur d'aller mal au ventre. Exactement. Et puis aussi, sortir, pour moi, c'était vraiment... Je me souviens d'une fois, justement, où on était allé au resto, et j'ai toujours été hyper sensible. Et en fait, il suffisait de la vision d'un truc qui me plaît pas pour que je chiale et que du coup, j'ai du mal à me contrôler, mais toujours avec la conscience de honte que je voulais pas qu'on voit. Et c'était une fois où il y avait une vieille dame qui déjeunait toute seule. Et en fait, j'ai chialé. Je chiale en le disant parce qu'en fait, je supporte pas les vieilles personnes. Et du coup, déjà très jeune, en fait, je me disais, mais pourquoi elle est toute seule ? Elle va mourir, elle est toute seule, et ça me rendait malade. Du coup, je demandais à mes parents, mais est-ce qu'on peut pas juste qu'elle vienne à la table parce que j'encaisse pas. Donc aussi aller au restaurant, pour moi, c'était ça, c'était être confrontée, en fait, pour moi, à la dureté, la vraie vie, quoi. Et la vraie vie, c'est qu'il y a des gens, ils sont tout seuls, je ne supporte pas, quoi. Je suis désolée. Bah non, t'excuses pas. Non, mais je suis en syndrome post-menstruel. Car vous ne voyez pas, mais je chiale comme une conne en racontant cette anecdote.
Tu pleures et tu ris en même temps, c'est très perturbant. Ah putain. Cette Mais coquette d'émotion. donc je pense que c'est là que je me suis déçue. Après, Pourquoi tu dis que c'est une déception? Mais parce que je me disais pourquoi moi j'encaisse pas quoi. Pourquoi tout le monde ouais, mais pourquoi tout le monde encaisse? Pourquoi tout le monde est normal, arrive à aller au resto et faire comme si ça, alors que moi je ne pense qu'à mes douleurs au ventre, la personne qui est toute seule là-bas, et pourquoi moi je dois penser à tout ça? Pourquoi je peux pas juste bouffer mes nems? Enfin, Mais j'ai envie de dire, pourquoi le reste du monde a décidé que les émotions, c'était quelque chose de négatif et de honteux et qu'on devrait déjà cacher, se cacher pour pleurer, etc. Ouais, pas rire trop fort. Ouais. En fait, t'es tout le contraire. Tu ris très fort et t'as beaucoup d'émotions. Mais pourtant, tu vois, mes parents, ils m'ont jamais brimé. Ils m'ont jamais dit, ouais, faut pas pleurer. Au contraire, mes parents, ils sont incroyables. C'est les meilleures personnes du monde. On rigole tellement. Ils ont tellement de second degré. Voilà, et jamais ils m'ont. Donc c'est moi qui me suis. J'aimerais bien savoir comment je me suis foutu ce truc-là. C'est intéressant, tu vois, à creuser. Il y a un autre moment marquant dans ta vie que tu me pointes. Je t'ai demandé le jour où je me suis surprise. Et tu me parles de l'Écosse. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai fait ma petite crise de la trentaine, donc à 29 ans, voilà. J'ai arrêté de cloper. Ça a été très, très, très dur. Et en fait, l'Écosse, je me suis surprise parce qu'en fait, je suis partie toute seule en voyage. Donc, alors là, c'était toutes les phobies. J'ai pris l'avion toute seule. Alors, c'était pas très loin. J'ai fait 8 jours là-bas. Mais c'était aussi... je me suis surprise parce qu'en fait, pour ma famille, c'est Lolo, c'est la fille qui n'a pas le sens de l'orientation, qui est trop sensible, qui est pas capable, qui va forcément faire une connerie, en fait. À un moment ou à un autre, qui va mal faire le truc, qui va mal qui peut pas ouvrir les huîtres parce qu'elle sait pas, enfin tu vois, qui ne sait pas encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis surprise parce que putain, j'ai réussi, mais j'ai tout réussi. J'ai loué la voiture toute seule. Ah oui, parce que Lolo, c'est celle qui parle très mal anglais, donc qui n'arrivera jamais à se faire comprendre. Et je me suis très bien fait comprendre. J'ai même et voilà, et à chaque étape de ce voyage, je me surprenais. Je me disais putain, c'est fou. Mais putain, je suis tellement adulte, quoi. Hein? Il roule à gauche, t'as vu? Oui. Et j'ai réussi à le faire. Et tu vois, typiquement, ma mère dit, il roule à gauche. Hein. Mais des trucs, je fais, mais t'es con, quoi. Je le sais qu'il roule à gauche. Tu sais, des trucs où, voilà, toujours un peu traités, très infantilisés, quoi. Et ils étaient morts d'inquiétude, ma sœur, mes parents. Mais même eux, je crois que je les ai surpris. Ils étaient là, putain, en fait, elle sait, quoi. Elle sait. Mais aujourd'hui, j'accepte le fait qu'il me voit comme ça. Je me dis, écoute, voyez-vous, c'est mignon finalement. Il y a un espèce de truc aussi pour les parents de pas lâcher. Ma mère, elle doit avoir ce truc de aussi, ça peut-être que ça, là, c'est son rôle. En fait, on se construit tous dans une famille avec des rôles. Raphaël, c'est la smart qui doit encaisser un peu tout, qui arrive à encaisser les émotions et tout. Lolo, c'est celle justement qui encaisse pas trop, donc on fait très attention à elle. Et en fait, si tu déconstruis ça, par exemple, ma mère, ouais, ça veut dire qu'elle doit se reconstruire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute, quand ma mère a eu son cancer, j'ai été la dernière à le savoir. Parce que Lolo n'encaissera pas. Et c'est fou. Enfin, tu vois, c'est des informations quand même importantes. Mais aujourd'hui, avant, ça me révoltait. Aujourd'hui, je me dis, écoute, c'est toi, maman, ton rôle, voilà, il est là, donc je vais m'adapter. Voilà. Et d'ailleurs, quand je vais chez eux, je deviens un enfant, mais insupportable, quoi. Parce que tu retournes dans ce rôle ou ouais, parce qu'en fait, c'est le rôle qu'on m'a donné, donc quand j'y retourne, voilà, je deviens celle qui ne sait pas ouvrir les huîtres. Mais il te plaît ce rôle? Ou tu veux pas en changer? En fait, dans ma vie, je l'ai tellement pas, ce rôle dans ma vie de tous les jours. Je suis tellement... Et en fait, je crois qu'il y a un petit truc cocon où quand j'y retourne, en fait, c'est peut-être un peu reposant aussi d'être celle qui sait pas. Tu vois, on me fait couler mon bain, on s'occupe de moi. Il y a un truc où tu redeviens un peu flemmard et tout. Et je me dis, en fait, c'est pas si grave. Voilà, mais il me plaît 3-4 jours, quoi, pas plus. Alors, dans l'autre moitié de ta vie, j'ai envie de dire, où on s'occupe pas de toi, où c'est toi qui fais les trucs, c'est quoi ton drive? C'est quoi ce qui te fait te lever le matin et faire en sorte que tes projets, tes idées deviennent réalité? Le moteur, je dirais que c'est le rire, quoi. Franchement, moi, et je me marre, mais tellement toute la journée. Mais toute la journée. Mon moteur, en fait, c'est de me dire que putain, c'est très très court, là. Hein. Notre petit passage, c'est de la gnognotte, donc ne pas se prendre au sérieux. Et mon moteur, c'est ça, quoi. J'essaye vraiment, vraiment, encore aujourd'hui, quand j'ai des bads,
de me dire, mais attends, putain, c'est pas grave, quoi. On C'est- se marre. Et de rire de tout, de tout. C'est aussi un moyen pour toi de choisir les projets sur lesquels tu t'investis, si ça te fait marrer. Ouais. Après, je serais pas contre, tu vois, je m'orientais beaucoup plus vers le drame. On m'a toujours dit, j'ai toujours eu des agents qui voulaient absolument un truc en mode Adjani, des trucs hyper forts et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'humour, moi, qui me faisait rire. Moi, c'est ça. Puis sur les tournages, quand tu fais des trucs drôles, mais c'est génial, quoi. Je me dis, je prends toujours du recul, vraiment. J'ai toujours conscience de me dire, mais putain, incroyable, quoi. Tu t'es marré au moins, t'as eu au moins 5 fous rires aujourd'hui, c'est fou. Et j'ai un cahier de fous rires que je note. Et quand ça fait longtemps que j'ai pas ri, je le relis et je me remarre en le lisant. Et j'ai un fou rire. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Ouais. Tenir un cahier des fous rires. Ouais, c'est une très bonne idée, c'est vrai. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ton pouvoir? Tu me parles des photos de Tante Christine. Ah oui, bah c'est ce que je te disais un peu au début. C'est que Tante Christine, donc c'est la cousine de ma mère, et elle est fan de photos. C'est toujours celle qui a pris les photos. Et en fait, j'ai pris conscience de mon pouvoir quand du coup, par elle voulait toujours me photographier et que du coup, il y avait ce truc... alors, de mon pouvoir à l'époque physique, parce qu'aujourd'hui, j'en suis vraiment revenue de ça, quoi. Mais quand j'étais gamine, moi, j'étais sûre que j'étais le plus bel enfant du monde, quoi. Mais tu vois, genre, vraiment, ma sœur, je disais, t'es moche, allez, dégage. Mais j'étais tellement une pute, quoi. Genre, je me regardais dans la glace, je faisais, c'est vrai que je suis la plus belle enfant. Et pourtant, mes parents, ils étaient pas en mode, oh là là, qu'est-ce que t'es belle, hein. Mais elle, tante Christine et ma famille, ma grand-mère italienne et tout, en plus, tu sais, c'est vraiment le truc où on en fait des caisses, c'est la commedia dell'arte chez nous, quoi. Et c'était vraiment, mais Lolo, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais je faisais rien, genre je mangeais, je faisais un truc et on s'extasiait. Je me disais, ah, j'ai ce pouvoir sur les adultes. C'est juste, j'ai le pouvoir de faire un petit minois pour pas qu'on m'engueule, enfin, tu sais, je m'en sortais souvent avec ma gueule, quoi. Et bon, après, ça a bien changé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, t'arrives avec ces armes-là dans la vie adulte. Et en fait, pareil, très vite, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais baiser, je pouvais avoir n'importe quel mec. Et puis, le premier nom que tu te prends, que ce soit avec les mecs ou dans la vie, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce qu'on m'a appris. Ça ne marche plus. Et ouais, mais pourquoi ça marche pas? Et là, merde, mais qu'est-ce qui me reste? Et là, tu te construis en tant qu'adulte, tu te dis, mais attends, c'était du vent tout ça. Et en fait, t'étais pas du tout la plus belle enfant. Et puis en fait, non, t'es pas du tout. Voilà, tu peux pas compter sur un truc aussi superficiel. Mais c'est vrai que c'est intéressant, la famille, tout ce qu'ils peuvent te foutre aussi comme pression et comme idée en tête. Voilà, mais encore aujourd'hui, maintenant, ça me fait trop rire parce qu'en fait, je vois que c'est pareil dans toutes les familles. Bah oui, t'es toujours le plus beau, la plus belle, le machin, quoi. Le mythe s'effondre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, depuis cette histoire, quels autres pouvoirs tu dirais que tu as développés? Aujourd'hui, tu as conscience d'avoir ces pouvoirs et de pouvoir les actionner? J'ai le pouvoir, depuis, du coup, comme je te disais, après la rupture et tout, j'ai ce pouvoir de je m'en foutisme absolu. C'est-à-dire de ne pas accorder trop d'importance à tout ça, d'avoir conscience que c'est très... c'est très éphémère, quoi. Tout ce qui se passe, et voilà. Je dirais que c'est un pouvoir parce que j'ai pas de pression pour le boulot. J'ai aucune pression. Donc ouais, un pouvoir de détachement. De détachement, ouais, Okay. Exactement, un pouvoir de détachement. Est-ce que tu as déjà fait le chemin de tourner ton hypersensibilité en un pouvoir? En fait, on parlait à l'instant de à quel point ça t'avait pesé quand tu étais petite. Ouais. Et finalement, il y a une autre façon il y a un autre regard à porter dessus, en fait. Tout ce que ça t'apporte. Oui, c'est vrai. Ce que ça m'apporte, c'est que je ne crée qu'à partir de ça. Et tout ce que je crée, mais tout est d'une sincérité absolue, puisque tout part d'un vrai truc. J'ai jamais, dans mes vidéos, dans mes sketchs, là, dans ce que je fais, dans le travail que je fais sur les topos de Lolo et tout, c'est sur ma chaîne, hein, pas sur... voilà. Mais c'est que du vrai et ça fait du bien. En fait, je peux le foutre quelque part. D'ailleurs, c'est ce que je disais, je sais plus à qui, je disais, mais comment ils font, les gens qui ne créent pas? Où est-ce qu'ils mettent tout ça? Et vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Où est-ce qu'ils le foutent? Moi, si j'avais pas cet espace où je peux écrire, balancer et tout, tu sais, c'est comme si j'étais pleine de trucs. Et chaque jour, il y a un nouveau truc. Et si je le balance pas quelque part, j'ai un journal intime dans lequel j'écris tous les jours. Et si j'écris pas dedans ou quoi, je me sens
c'est comme faire caca. Il faut absolument que je chie ce truc parce que sinon, en fait, il y a beaucoup trop de trucs en moi et je déborde. Je déborde en larmes, je déborde en rire, mais je déborde. Et oui, donc du coup, c'est un pouvoir parce que j'ai compris que je pouvais le mettre quelque part et il m'a fallu du temps avant de le comprendre. C'est un pouvoir de création, en fait. Ouais. Ces émotions. Alors, j'ai une série de questions pour terminer un peu cet entretien. Je te dis le pire obstacle ou la pire épreuve que tu as eu à affronter. J'ai mis la clope, non ? Ouais. Alors, c'est vraiment... D'ailleurs, de toute façon, vous vous rendez bien compte que j'ai des problèmes de blanc et des problèmes de riche. Je dis ça parce que c'est pas des vrais problèmes, tout ça. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est que je mets la clope parce que je veux dire que c'est la pire épreuve. C'est quand même un truc hyper fort. Mais en fait, c'est pas la pire épreuve à l'échelle de les épreuves qu'on rencontre dans la société. C'est pour toi, c'est très intime. Pour moi. Et tu pourrais me dire que la pire épreuve que tu as traversée, c'est le jour où tu as dit à tes parents que tu voulais arrêter le lycée. Ça aurait pu être ça, en fait. Et on a tous des problèmes à des échelles différentes. Et c'est pas une compétition. Non, parce qu'en l'écrivant, je me disais, oh là là, ça va la vie, quoi. Mais du coup, la pire épreuve que j'ai eu à vivre jusqu'ici, c'est l'arrêt du tabac. Pourquoi ? Parce que ça a déconstruit. Donc, comme je disais... j'avais un petit peu une assurance physique. Et ça a déconstruit cette assurance. Donc, en fait, je me suis retrouvée sans l'assurance, donc pensant que j'étais con, mais en plus horrible, parce qu'en fait, j'ai grossi. Et on m'a bien fait remarquer. Et en fait, le truc, c'est que j'ai grossi et que le regard de ma famille, pour la première fois, a changé sur moi. C'est-à-dire que j'étais plus la petite Lolita, mignonne, qu'on prend en photo. J'étais la fille qui se laisse aller. On m'a fait remarquer que je prenais du poids. Et on m'a fait remarquer que sans mon physique, ça allait être compliqué de réussir du coup que j'étais en train de gâcher ma carrière en fait. Donc on me l'a fait remarquer dans le milieu et dans ma famille. Donc en fait j'ai eu une année où en fait je suis retombée en dépression très fort, sauf que je ne voulais absolument pas reprendre de médicaments, où je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. Mais vraiment, pendant quasi un an, je ne pouvais plus. J'ai revécu une rupture par-dessus tout ça. Et j'ai eu 1 an et demi pour moi d'enfer, où en plus, je continuais à tourner. Et je ne supportais pas... je supportais pas la caméra. Je supportais pas d'être filmée. J'étais... Je me disais, mais merde, attends, mais il y a encore eu une déconstruction du soi que j'ai dû reconstruire et en fait pour aller tellement mieux aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui du coup je me dis en fait non, on s'en fout de ça, du physique et tout, ce qui compte c'est tout le reste, c'est tout. Tu peux écrire, tu peux faire tellement de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens beaucoup moins comédienne qu'auteur, je me sens tellement plus scénariste aujourd'hui et j'ai l'impression qu'avec cette épreuve j'ai trouvé aussi ma voix et ce qui me plaisait vraiment. Et ce qui me plaît vraiment, c'est écrire. Et évidemment, j'ai profité de cette période de dépression pour pondre une série là, que je travaille avec Vladimir Rodionov qui s'appelle Break Up, qui parle de ma rupture, la fameuse. Et donc, c'est toujours utile, mais putain, j'en garde un souvenir. J'ai vraiment envie, tiens, je vais en parler là. Pour les gens qui veulent arrêter de fumer, je vous en supplie, suivez une thérapie en même temps. Ne faites pas ça à la légère, je vous encourage à le faire, hein. Mais sachez que c'est tellement, si vous êtes fumeur, fumeuse comme je l'étais, c'est-à-dire à 2 paquets par jour depuis 15 ans, c'est un vrai travail même de reconstruction totale de soi. Et j'en parle vraiment, je vais en parler d'ailleurs sur ma chaîne, parce que je veux vraiment que les gens soient au courant. Les gens ne sont pas au courant, les médecins ne sont pas au courant. Tu ne comprends pas, tu tombes malade pendant 1 an, mais vraiment malade, tu ne comprends pas pourquoi. Et on te dit que ça n'a rien à voir. On te fait chier toute ta vie pour que t'arrêtes. Et quand t'arrêtes, mais plus personne n'en a rien à foutre, quoi. Tu grossis, tu n'aimes plus les mêmes choses. Enfin, et là, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Et là, ma sœur, elle est en train de le vivre. Du coup, je le revis une 2e fois avec elle. Et elle est pile dans la phase de noirceur extrême. Elle va très mal. Et c'est là, en la voyant, je me disais, putain, il faut vraiment que j'en parle et que je prenne la parole sur ça parce que c'est un vrai bouleversement, ouais. Et j'allais rajouter, mais en t'écoutant tout à l'heure sur ce que tu racontais, ce que tu as eu à affronter en arrêtant de fumer, mais c'est quoi cette société où on est en train de faire passer tellement plein de choses futiles comme l'apparence physique avant la santé? Alors qu'au bout d'un moment, t'as pas arrêté la clope parce que ça faisait mauvais genre, en fait. Non, mais c'est ouf. Mais enfin, c'est un problème de santé publique. Ouais, non, mais c'est vrai.
C'est vrai. Et puis de toute façon, oui, la clope, encore aujourd'hui, moi, ça me rend ouf de voir encore des courts-métrages et encore des gens qui fument dans leur story et tout. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de montrer aux jeunes, parce que notre public, c'est des adolescents. Et je suis la première grosse conne à avoir réalisé sous-titres où je fume comme une conne. Et c'était avec Vincent qui me dit ah bah dis donc tu fumes beaucoup. Bon, ça faisait partie du personnage, mais plus jamais j'espère ne faire ça, parce qu'en fait je trouve que ça montre encore une fois que la clope c'est cool. Ça n'est pas cool, ça n'a rien de cool, c'est aberrant, vraiment aberrant, et c'est dégueulasse quoi. C'est pas sexy, c'est pas sensuel, c'est pas vrai. Arrêtons, remplaçons. Je sais pas, la meuf qui se la pète un peu, qui est badass, elle a pas besoin d'une clope sur le capot de sa voiture pour être badass, quoi. Ouais, c'est une image du glamour qu'on s'est. Mais c'est une image qui date de tellement. Enfin, James Dean, les westerns, les machins. Le problème, c'est qu'on va mettre beaucoup de temps à la déconstruire, cette image, quoi. Je trouve que notre génération, elle a ce défi, globalement, c'est de réinventer plein de choses. Ouais. Se réinventer des icônes, se réinventer oui, l'image j'ai du bon glamour, espoir, franchement. Réinventer l'espoir dans un monde condamné à tellement de niveaux, écologiquement, politiquement. Enfin, ouais. On a vraiment tout à réinventer. Donc, on va avoir besoin de force créative de meufs comme toi, hyper sensibles, qui ont besoin de chier des trucs, comme tu dis. Donc, faisons ça plutôt que de culpabiliser celles et ceux qui décident de sortir on s'en fout de prendre 5 kilos. On s'en fout de prendre 5 kilos. Vous allez les perdre. Et même si vous les perdez pas, on s'en branle, en fait. C'est pas important, quoi. C'est pas important. Alors, autre chose pas importante. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Ah ouais. Bah, le pire conseil, je pense que c'était au cours Florent. Un mec, je vais le dire, il s'appelle Jean-Pierre Garnier. Et donc, je jouais Roméo et Juliette sur scène, et il m'a dit à la fin que c'était plus intéressant de regarder son cochon d'Inde et son lapin toute une journée que de me regarder moi 5 minutes sur scène. Et que voilà, c'était pas forcément un métier pour moi. L'autre pire conseil, c'est mon agent à l'époque qui m'avait dit « Mais Éléonore, l'humour, c'est pas du tout pour toi. Toi, il faut que tu fasses du drame. Il faut que tu fasses des films comme L'été meurtrier. Il faut, voilà, ta sensibilité, elle doit aller là. Donc l'humour n'est pas pour toi. » Ouais, je crois que c'est vraiment ça le pire conseil, quoi. Pourtant, j'adorais ce mec, mais... C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être sortie du circuit. Ma plus grande fierté, en fait, c'est d'être sortie des médocs, de la clope, en fait, des addictions. Parce que franchement, j'en reviens pas. J'ai tellement tout construit sur ça, sur cette image d'une meuf tellement addict à tout, tellement névrosée, tellement angoissée. Et ma plus grande fierté, c'est débile, mais c'est d'aller n'importe où. Mais n'importe où dans le monde, au restaurant, dormir chez mon mec, et de ne pas avoir dans mon cerveau la pensée de « Hey, imagine tu fais une crise d'angoisse ». C'est ça ma fierté aujourd'hui, quoi. C'est de plus avoir ce mal tout le temps, ce nuage au-dessus de ma tête, quoi. Franchement, j'ai découvert toute ton histoire en faisant cette interview avec toi. Et tu peux aisément répondre à tous les gens qui te poseront la question que ta plus grande fierté, c'est d'être devenue la meuf que t'es devenue. Franchement, BG. High five. Merci. Merci beaucoup, Éléonore. Merci, Clémence. C'était trop cool. Ouais. Une dernière question, peut-être. Si tu avais un conseil à donner aux meufs qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaîtront dans ton histoire. Eh bien, laissez tomber. C'est très facile à dire, mais essayez de laisser tomber toutes les idées de jugement. Essayez de vous trouver, vous, sans l'image qu'on a plaquée, que votre famille, que la société, que vos amis plaquent sur vous. Prenez le temps, méditez, et prenez le temps de vous demander, mais en fait, est-ce que j'aime vraiment le chocolat ? Ou est-ce que c'est ma mère qui depuis toujours dit « Oh, mais elle adore le chocolat !» Non, mais est-ce que toi, tu l'aimes, le chocolat ? C'est ça la question, quoi. Et quand tu auras cette réponse-là, putain, mais tu vas être tellement bien. Écoutez-vous, écoutez que vous. Écoutez-vous, cherchez qui vous êtes. C'est ça. Excellent conseil. Merci beaucoup. Merci. On va te retrouver sur YouTube. Oui. Tu as lancé ta chaîne. Ah oui. Je la relance, ouais. Et t'as d'autres projets en ce moment ? Ouais, alors j'ai ma BD qui va sortir chez Delcourt, qui parle vraiment de tout ça parle de l'éducation, c'est la crise des trentaines, donc ça parle un peu de tout ce qu'on s'est dit là. Mais en dessin, il y a des flashbacks où on revient en fait de mes 5 à mes 30 ans. Et donc voilà, c'est l'histoire c'est vraiment tout ce qu'on vient de se dire là, le moment où tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, ça va. Ça s'appelle La soutenable légèreté de l'être. Et ça va, quoi. Et du coup, ça sort chez Delcourt au plus tard en juin, mais cette année. La chaîne, et puis je suis sur 3 séries, donc j'espère que l'une des 3
verra le jour aussi. Ah bah non, il y en a une qui voit le jour. Putain, je suis vraiment nulle en promo. Elle est sortie aujourd'hui en plus. Ça s'appelle Love in Translation. C'est sur Pickle TV, c'est la télé d'Orange. Je suis dégoûtée parce que c'est payant, donc c'est 4,99 € par mois. Mais bon, c'est le jeu. Et sois pas dégoûté parce que les trucs sont payants, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il va falloir qu'on apprenne à arrêter de penser que tout est gratuit. C'est vrai, mais on a tellement ton travail, il a une valeur. Et franchement, à oui. 4,90 € par mois pour voir ton travail, meuf, je les paye. Hein. Oh putain, mais je vais te prendre avec moi en promo parce que moi, j'arrive pas à faire ça. Et puis en plus, il y a South Park. Tout l'intégral de South Park sur Pickle TV et d'autres séries. Et la meuf qui vraiment ne veut pas dire que son travail est bien. Et donc ça s'appelle Love in Translation et ça c'est adapté du court-métrage Sous-titre-moi. Donc voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a des sous-titres. C'est toi qui as écrit ? Ouais, je l'ai écrit et je la joue. Et c'est Nadja Hanan qui réalise, qui est une meuf incroyable. Bien je vous sûr. conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait. C'est une femme aussi à suivre. Ok, donc Love in Translation. Voilà. Et rendez-vous sur YouTube alors pour suivre tes Oh aventures. oui. Merci beaucoup, Eleanor Coste. Merci. C'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi. Bisous, bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires de l'article sur mademoiselle.com, sur YouTube, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Tu m'y trouveras facilement. Je suis Clémence Bodoc, B-O-D-O-C. Je te donne rendez-vous un jeudi sur 2 au petit matin pour un nouvel épisode de Sois gentille, dis merci, fais un bisou.